Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le basculement est décisif. À partir du moment où l'on admet que Stonehenge ne se réduit pas à un sanctuaire, une autre grille de lecture s'impose, celle de l'observation. Car un fait massif s'impose à tous ceux qui ont étudié le site. Certaines pierres ne sont pas seulement disposées, elles sont orientées. Et cette orientation correspond à des phénomènes célestes précis. Le cas le plus célèbre, j'en parlais tout à l'heure, c'est celui de la Hillstone. Placée à l'extérieur du cercle principal, elle s'aligne exactement avec le point de l'horizon où se lève le soleil au moment du solstice d'été. Du coup, un tel ajustement suppose une observation répétée sur plusieurs années, une capacité à repérer un point fixe sur l'horizon, une volonté de matérialiser ce phénomène dans la pierre. Ce n'est pas un symbole, c'est une mesure. Dès lors, une hypothèse s'impose progressivement chez les chercheurs. Stonehenge serait un observatoire astronomique. Cette idée bouleverse une vision longtemps dominante selon laquelle les savoirs astronomiques avancés seraient l'apanage des civilisations dotées de l'écriture, notamment au Moyen-Orient. Or, ici, nous sommes face à une société sans écriture, mais capable, semble-t-il, de comprendre et d'exploiter les cycles célestes. Cette hypothèse est reprise et approfondie au XXe siècle, notamment par des chercheurs comme Norman Lockyer puis Gerald Hawkins. Lockyer tente d'utiliser l'orientation du monument pour le dater, en tenant compte du phénomène de précession des équinoxes, ce lent déplacement de l'axe de la Terre qui modifie au fil des siècles la position apparente des astres. Ces calculs le conduisent à proposer une date autour de 2100 avant Jésus-Christ, remarquablement proche des datations modernes. Mais c'est Hawkins qui pousse le raisonnement plus loin. Refusant de réduire Stonehenge à un simple marqueur du solstice, il pose une question simple mais radicale. Si une seule pierre suffit à indiquer le lever du soleil, pourquoi en avoir dressé des dizaines ? Sa réponse est ambitieuse. Chaque pierre pourrait correspondre à une position particulière du soleil, de la lune ou d'autres astres. En multipliant les observations et les calculs, il met en évidence un fait troublant. La plupart des positions extrêmes du soleil et de la lune, leur lever et coucher au moment clé de l'année, correspondent à des alignements présents dans le monument. Stonehenge ne serait donc pas un simple repère, mais un système complet de repérage céleste. Cette logique conduit à une conclusion encore plus audacieuse. Stonehenge aurait pu servir de calendrier. Un calendrier complexe, fondé à la fois sur le cycle solaire, les solstices, le cycle lunaire et peut-être même des cycles plus longs, comme celui de 19 ans déjà évoqué dans l'Antiquité. C'est ici qu'intervient un élément clé du site, les 56 trous d'Aubrey. Disposés en cercle, ces trous ont longtemps intrigué les archéologues. Hawkins propose une interprétation spectaculaire. Il pourrait servir à prévoir les éclipses de lune. Le raisonnement est le suivant. Les éclipses se produisent selon des cycles réguliers. En déplaçant des marqueurs dans ces trous, les prêtres pouvaient anticiper leur retour et donc prévoir des événements considérés comme terrifiants et surnaturels. Si cette hypothèse est exacte, ses implications sont considérables, car prévoir une éclipse dans une société préhistorique, ce n'est pas seulement faire de la science, c'est produire un effet de sidération, c'est transformer un phénomène cosmique en démonstration de pouvoir. Stonehenge devient alors un instrument stratégique. Il permet de mesurer le temps, de prévoir les événements célestes et donc de structurer la vie collective. Mais cette lecture ne va pas sans difficulté. Les travaux de Hawkins reposent en partie sur des plans dont la fiabilité est discutée. Certaines pierres ont été déplacées, d'autres ont disparu. Le site que nous observons aujourd'hui est incomplet, altéré, partiellement ruiné.
Autrement dit, nous tentons de comprendre une machine dont il manque des pièces. Malgré ses limites, un point fait consensus. Stonehenge manifeste une relation étroite entre le Soleil et la Lune. Ce n'est pas un hasard si ces deux astres dominent les interprétations. Le Soleil structure les saisons, la Lune rythme le temps court, celui des nuits, des cycles biologiques, des rituels. Stonehenge apparaît ainsi comme un dispositif destiné à articuler ces deux temporalités. Mais une question demeure. Observer le ciel, mesurer les cycles, prévoir les phénomènes, tout cela suppose un niveau d'abstraction élevé. Alors comment expliquer qu'une société néolithique, sans écriture, sans instruments sophistiqués, ait pu élaborer un système aussi complexe ? La réponse ne se trouve peut-être pas uniquement dans le ciel, car à Stonehenge, les pierres ne regardent pas seulement les astres, elles sont aussi ancrées dans un lieu dont certaines caractéristiques pourraient avoir été tout aussi déterminantes. Autrement dit, pour comprendre pleinement Stonehenge, il ne suffit pas de lever les yeux, il faut aussi regarder sous nos pieds.